Allez, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle conférence à la Madeleine de Marseille. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème sera famille entre héritage et dysfonctionnement. Donc vraiment un thème qui, je sais, parle beaucoup d'entre vous. Mais avant toute chose, je souhaiterais qu'on remercie la Madeleine de Marseille qui nous accueille avec Roman et Aurore. On peut les applaudir. Voilà, vous le voyez, un joli lieu, bien cocooning, où on peut parler littérature tous les premiers samedis du mois, donc vraiment merci à tous. On est dans le cadre des Journées de la Femme, donc merci à vous toutes d'être présentes. Vous pouvez vous applaudir aussi. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous avons décidé avec Dominique de mettre en avant aujourd'hui deux auteurs. Donc Dominique Guénin, qui va nous parler de son livre Ou qui a tué Stella Vigan, où on va mettre en avant justement son personnage Stella, qui est un personnage captivant. Et vous pouvez aussi doublement l'applaudir puisque c'est elle qui organise et programme cette conférence. Plus fort à la passage, je le sais. Et nous avons décidé aussi de mettre en avant Bernadette Mesbourian avec son personnage Nicole, une figure forte dans son roman Maître aux éditions Rédactées. Donc vous connaissez le principe de ces conférences, elles vont parler d'eux, elles vont parler de leur univers, de leur roman, de leur personnage surtout aujourd'hui. Et vous pouvez me poser aussi vos questions, donc n'hésitez pas, vous levez la main, on vous donnera la parole, c'est avant tout un moment d'échange qu'on passe ensemble aujourd'hui. Une fois que la conférence sera finie, on vous proposera de continuer les échanges avec une séance de dédicace qui se déroulera là-bas au fond. C'est pour ceux qui le veulent, on restera manger ensemble. Voilà, je vais laisser la parole à Dominique, à Bernadette, laquelle des deux veut commencer. Allez, on va laisser la parole à Dominique. Donc Dominique, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, donc merci d'être là. Alors ça me fait un peu drôle parce que d'habitude je suis à la place de Tali en train de vérifier que la vidéo fonctionne bien. Mais là je me suis dit, bah zut, je vais me donner un petit peu une petite promo à moi-même, ça changera un peu. Donc en fait, moi j'écris, c'est bateau, mais j'écris depuis toujours. Je publie en auto-édition depuis maintenant 12 ans. J'ai eu le grand plaisir et le grand honneur d'être publiée aussi par Rédactive pour mon précédent livre qui s'appelle Un sourire pour Chouloun et qui est aussi là-bas sur le présentoir. Et là aujourd'hui, donc je vous présente ce livre que j'ai écrit et qui se déroule en Lozère. Voilà, donc j'écris dans plusieurs genres, surtout du suspense pour les adultes, ne sont pas, il n'y a rien de choquant dedans, quoi. Et aussi pour la jeunesse. J'ai écrit aussi de la poésie, etc., de la fantaisie. Voilà, mais c'est surtout du suspense. Voilà, merci. Bonjour à tous, et moi aussi je vous remercie évidemment d'être là. Alors en ce qui me concerne, contrairement à Dominique, je n'écris pas depuis toujours. En revanche, j'ai toujours eu envie d'écrire. Mais ma vie a été telle que je n'avais pas le temps, parce qu'il me faut du temps pour écrire. J'ai été professeur, je suis toujours d'ailleurs, j'ai l'impression, de lettres classiques, et mon métier m'a complètement absorbée, ajouté évidemment à toutes les activités multiples et variées de la vie, à ma vie de famille aussi. Donc je me suis mise à écrire il y a une dizaine d'années, je dirais à peu près. J'ai écrit un premier roman chez un autre éditeur qui s'appelle Les Fièvres de Moïse. Et donc celui-ci, Maître, est édité par les éditions Rédactives. Les Fièvres de Moïse est un roman très différent de celui-ci. C'est une affaire de disparition d'enfants dans les Alpes de Haute-Provence. Et je me suis inspirée de faits réels. Au fil du temps, j'ai été intriguée par ces disparitions d'enfants qui se déroulaient autour de moi, puisque je suis originaire des Alpes de Haute-Provence. Et j'avais collationné toute une série d'articles de journaux que j'avais mis dans un coin. Et un beau jour, j'en ai sorti un roman. Voilà, donc aujourd'hui, on est quand même là pour parler de Maître. Essentiellement, évidemment, c'est d'ailleurs le roman qui est en adéquation parfaite avec la Journée internationale des droits de la femme. C'est ce que je vais essayer de vous montrer.
on rappelle donc le thème entre famille, héritage et dysfonctionnement, choisi par Dominique, donc mêlant héritage, transmission et conflits familiaux. Quelle est la part de ces sujets dans ton roman, Dominique? Alors, de mon côté, alors, le thème était vraiment centré en fait sur le livre de Bernadette. Et c'est vrai que j'avais envie qu'il soit un petit peu étendu. Et donc le mien, il y a aussi des conflits familiaux, mais ça se passe dans un petit village de Lozère. Donc avec tout ce que ça implique au niveau des mentalités, où quand tout le monde se connaît, et quand les intérêts des uns ne sont peut-être pas les intérêts des autres, ou quand des personnes ont certaines aspirations, et qu'elles sont bloquées par d'autres personnes qui ont d'autres aspirations. Ça se passe dans la famille, et ça se passe aussi à l'intérieur du village. Les idées reçues, etc., qui sont là depuis des années, et qui pourrissent la vie de ceux qui vivent maintenant. Voilà. Donc, cette partie-là qui est traitée de façon fictionnelle, bien sûr, dans mon roman. Alors en ce qui nous concerne, on est vraiment en plein dans le sujet, bien entendu, mais je voudrais l'aborder d'une manière différente, étant donné que nous sommes le 8 mars, c'est bien développé. Et effectivement, l'héroïne de ce roman, qui s'appelle Nicole, est une femme qui se bat avec un acharnement incroyable pour maîtriser son passé. Là, vous ne m'entendez plus. Non. Et vous pouvez vous rapprocher peut-être. Mais ça Comment fait... peut-on... Et là, ça résonne, c'est ça que vous me dites? Oui. Alors, il y a une distance très subtile à trouver. Continue. Oui, donc c'est une femme qui se bat pour arriver à... C'est mieux. C'est mieux? Ah non, c'est vraiment subtil. Je me bouge. Ouais, tu vois. Donc pour maîtriser son passé, d'où le titre d'ailleurs du roman, pour maîtriser son passé, qu'on veut lui voler en fait. Elle va se battre contre toute sa famille qui est parfaitement complice pour masquer ce secret de famille dont elle est la victime. Donc c'est le combat d'une femme pour sa liberté en fait. C'est une forme de liberté qu'elle cherche parce qu'elle a absolument besoin de connaître ce passé, de défoncer les portes et de savoir ce qui lui est arrivé, ce qu'on lui a fait. Elle va découvrir qu'elle a été victime de violences au sein de la famille, ce qui évidemment donne à l'histoire une acuité particulière. Et puis c'est aussi une histoire de femme au pluriel. Il n'y a pas que Nicole dans ce roman. Il y a une lignée de femmes. L'histoire commence avec la mère de famille, et c'est elle qui, sans doute, et même sûrement sans le vouloir, va générer la première souffrance. Je parle volontiers de famille dysfonctionnelle à propos de cette famille-là. Je dirais aussi que c'est une famille pathogène. C'est-à-dire que la mère crée effectivement la première souffrance, la souffrance initiale. Et cette souffrance va se transmettre de génération en génération à ses propres filles, l'une d'entre elles en particulier, et à ses petites filles également, qui vont hériter de cette souffrance. Donc le dysfonctionnement de la famille devient un héritage. C'est ce qui a donné le titre de la conférence. Alors il y a la mère, donc qui est à l'origine. Il y a cette mère a 3 enfants, dont un garçon, il y a même des hommes dans l'histoire. Et les deux filles vont l'une devenir vraiment l'héritière de cette souffrance, en devenir prisonnière au point de ne pas pouvoir s'en libérer. Et elle va transmettre cette même souffrance à sa propre fille, qui elle-même la transmettra à sa fille. Et la deuxième fille, c'est Nicole. Donc c'est elle qui va se dresser contre cette espèce de déterminisme
familiale, il faut dire qu'elle est la victime, elle va se dresser contre ce déterminisme familial pour se libérer de cette souffrance. Oui, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, et on est là pour ça aussi. Donc toi, Dominique, tu as choisi le personnage... Pardon. Ah pardon, je n'ai pas le temps de... Ça finit bien. Il faut lire le livre. Ah oui, alors effectivement, je vous donne l'impression d'une terrible histoire. Elle est terrible, c'est vrai. Hein. Mais d'une part, il y a des personnages très lumineux dans l'histoire. La famille comporte aussi des individus très, très forts, très généreux, qui apportent beaucoup de consolation et d'humanité. Ce sont essentiellement l'oncle et la tante de Nicole. La tante, c'est la sœur de sa mère. C'est un personnage très fort, très généreux et très déterminé, qui prend le contre-pied de sa sœur, qui la remue d'ailleurs avec beaucoup d'énergie. Et l'oncle, c'est le frère du père de Nicole. Et lui aussi, c'est un personnage haut en couleur, un célibataire endurci, qui vit dans un endroit improbable, au cœur du village, tout à fait en haut d'une maison du village, et son appartement est quasiment inaccessible, sauf à lui et à ceux qui ont vraiment le courage d'y aller, puisque dès qu'on franchit la porte de cette maison, il n'y a pas de seuil, on est immédiatement face aux escaliers extrêmement raides, et aller jusqu'à lui, c'est une véritable ascension. Il n'y a pas de main courante, donc il faut grimper, les marches sont hautes et difficiles. Il ne s'est jamais marié pour cette raison-là, parce que jamais aucune femme n'a voulu habiter dans un endroit pareil. Et lui, il est là-haut, dans son nid, avec une vue absolument imprenable sur tous les toits du village qui dégringolent sous ses yeux, dans une lumière extraordinaire, parce qu'évidemment il est tellement haut qu'il capte toute la lumière possible et imaginable. Et à un moment donné de l'histoire, vers la fin de l'histoire, on va voir Nicole qui va faire cette ascension, sous d'ailleurs les moqueries de son oncle, qui trouve qu'elle met vraiment beaucoup de temps à arriver jusqu'à lui. Et elle va venir justement chercher auprès de cet homme, qui est un vieil homme évidemment, hein, des différentes générations dont je vous ai parlé, elle va venir chercher auprès de cet homme des explications, une consolation. La tante joue un peu le même rôle. La tante, elle habite dans un chalet. L'histoire se passe dans les Alpes. On est dans la montagne, sous la neige, la plupart du temps. Et la tante habite dans un chalet très haut perché dans la montagne. Et là aussi, il faut grimper. Il faut grimper à pied, au milieu des herbes, au milieu des paysages des Alpes. Il faut grimper jusqu'à cette femme qui elle aussi, est un personnage de consolation. Je ne vous ai pas vraiment répondu. J'avais envie de parler des personnages lumineux du roman. Vous m'avez demandé si ça se terminait bien. Oui, ça se termine bien. Pas pour tout le monde, mais ça se termine bien pour Nicole. Et c'est le plus important. C'est-à-dire qu'elle parvient effectivement à fracturer les portes, elle parvient à atteindre cette vérité dont elle a besoin pour vivre, et elle sort de toute cette histoire soulagée et victorieuse. Merci beaucoup. Une autre question? À quelle période ça se situe votre roman, s'il vous plaît? Alors, à quelle période se situe le roman? Et après, on a la parole à Dominique. C'est une question très futée que vous me posez. Parce que, effectivement, l'époque est déterminante. Le roman commence au début de la Seconde Guerre mondiale. Et au moment où commence le roman, la jeune femme, qui est alors la mère, est enceinte et son mari est mobilisé par la guerre. Et en fait, c'est un élément matériel complètement déclencheur. C'est-à-dire que cette jeune femme, très jeune femme, se trouve avec ce bébé dans son ventre, dont du coup elle ne veut plus, parce que son mari n'est plus là. Effectivement, c'est un élément matériel déclencheur, vraiment déclencheur, parce qu'elle ne supporte pas d'être enceinte et de voir naître cet enfant alors que son mari n'est pas là. Et donc, c'est le point de départ, on est en 1939. Et l'histoire doit se terminer dans les années 2000, à peu près. En suivant, même un peu plus tard, en suivant donc
toutes les générations qui vont hériter de cette souffrance initiale. Et quelle région des Alpes de Haute-Provence? C'est plutôt les Alpes, les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes. Le décor est un décor vraiment de montagne, de grands arbres. La maison familiale est une maison entourée d'arbres, de beaucoup trop d'arbres d'ailleurs. Et ce qui gêne la jeune mère. Et il y a beaucoup de descriptions de la neige et de l'effet de la neige. Ce que j'ai voulu, c'est en fait créer un huis clos avec cette maison où vit toute une famille, où vit mal toute une famille dans des relations complexes, avec beaucoup d'aigreur, de jalousie, voire de haine, ce qui aboutira à la catastrophe finale, je dirais. Et donc la maison est complètement entourée de grands arbres que le père n'a pas eu le temps de couper avant de partir à la guerre. Et donc on est dans une atmosphère un huis clos très étouffé, très dangereux. Et ce huis clos, il existe également, il a un écho dans la structure du roman, puisque toute l'histoire se passe en fait dans un office notarial. Nicole se trouve avec son frère et sa sœur en train de régler la succession de la mère. Le père est déjà mort, et on règle la succession familiale. Et dans cet univers très étroit, évidemment, de l'office notarial, Nicole s'évade. Elle ne supporte pas du tout la litanie et la lecture des textes de notaire, et elle s'évade. Et c'est ainsi que l'histoire est construite. C'est-à-dire que c'est par l'évasion de sa pensée, par l'arrivée de ses souvenirs, par la reconstruction qu'elle fait de toute son histoire, qu'on va découvrir. D'ailleurs, l'histoire, c'est ainsi qu'on découvre l'histoire à la lecture, mais on est toujours dans cet univers d'étouffement. Merci. Donc on peut applaudir Bernadette Mesbourian, qui, on le rappelle, présente son roman Maître aux éditions Rédactives, dont on peut applaudir aussi Maëlle Isper, la directrice de publication qui est dans la salle. Ali Banière aussi, Elisabeth Berido qui sont là, on peut les applaudir. Nathalie aussi qui est derrière la correctrice. Donc merci à tous. À toi Dominique. Donc toi tu es avec nous pour son livre Où qui est Stella Vigan, pour un peu reprendre la question de Madame, parce que ton roman finit bien. Où se situe ton livre et quelle est la place de ton personnage dans ce livre, qui on rappelle est Stella? Alors, déjà, ça se passe de nos jours. Je n'ai pas été chercher plus loin. Ce livre a été écrit suite à ma découverte de cette Lozère que je ne connaissais pas et dont j'ai besoin d'y passer quelques jours tous les ans. Je dirais encore cette année. Et en fait, Stella Vigan, c'est un personnage qui prend donc tout le livre, mais elle n'est jamais là. C'est une personne absente en fait. Alors pourquoi on m'a demandé pourquoi où et pourquoi qui. Justement par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est que dans les petits villages, tout le monde est censé se connaître et que finalement, est-ce qu'on se connaît vraiment? Alors on se connaît à travers les yeux et à travers ce que peuvent dire les autres, les anciens, etc. Mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment qui est telle ou telle personne? Et il se trouve que Stella Vigan, un jour, elle disparaît. Alors je ne sais pas si vous voyez la petite chapelle, c'est une photo que j'ai prise là-bas. C'est une petite chapelle à Saint-Chély-du-Tarn. Là par contre c'est un tout petit village, il doit y avoir une centaine d'habitants. Et cette petite chapelle, elle est coincée dans un rocher en fait. On a l'impression que c'est un petit modèle réduit. Et dès que j'ai vu cette chapelle, j'ai tout de suite eu l'idée de l'histoire. Le début de l'histoire m'est venu, donc c'est une femme qui rentre dans cette chapelle et qui n'en ressort pas. Et l'instituteur d'un village qui est un peu plus loin, qui s'appelle Mereux, c'est le village là où moi je passe mes petites semaines de ressourcement, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait cet instituteur avait emmené ses élèves visiter Saint-Chély-du-Tarn. Et c'est lui qui l'a vu rentrer dans la chapelle et ne pas ressortir. Donc
lui, il va rentrer dans la chapelle au bout d'un moment, il va dire à ses élèves, bon, continue de commencer à descendre, moi j'arrive. Et en fait, il ne trouve personne. Elle a vraiment disparu. Il ne trouve qu'un carnet déchiré sur le sol, comme quelqu'un qui a vraiment voulu le détruire. Donc il prend ce carnet en se disant, bah, je vais voir ce que je peux en faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été enlevée, on l'a assassinée, voilà. Donc il va rentrer chez lui, il va même aller au commissariat pour dire, voilà, une telle personne a disparu. Mais il se trouve que c'est une personne majeure, et que donc, bon, bah, le policier ne prend pas ses dépositions, puisque bon, elle a tout à fait le droit de s'échapper, etc. Donc le policier lui dit, écoutez, si d'ici, bon, ça se passe le vendredi, enfin, le vendredi, il va au commissariat, donc c'est instituteur, et le commissaire lui dit, écoutez, si lundi on n'a pas de nouvelles, revenez me voir, et on inscrira son nom sur le fichier des personnes disparues. Et donc, cet instituteur qui s'appelle Christopher décide de voir ce qui est noté dans son carnet. Donc il essaye de reconstituer un petit peu certaines pages et il va se donner le week-end pour en savoir plus. Le problème, c'est que cette Stella Vigan, tout le monde la connaît comme étant une sorcière, quelqu'un qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est toujours très bien habillée, elle se présente vraiment comme quelqu'un qui sort de l'ordinaire par rapport aux autres dans le village. Et donc, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la convoitise? Voilà. C'est une personne qu'on n'aime pas. Donc on pourrait se dire, bah, tant mieux, bon débarras. Sauf que, eh ben, non, finalement, qui est-elle? Donc Christopher va en étudiant ces pages de carnet, etc., il va trouver des indices qui vont le conduire donc, à faire sa petite enquête, et ça va donc se passer sur le week-end. C'est pour ça, de la question où est Stella Vigan, petit à petit, va se dire, mais finalement, qui est-elle vraiment? Donc, est-ce que ça finit bien? Oui, mais je n'en dirai pas plus. Une question? Maïlis? Je voudrais savoir comment vous avez choisi le prénom de Stella et de Nicole. Est-ce qu'il y a une symbolique? Parce que Stella, ça m'évoque quelque chose, mais voilà. Alors, les prénoms, comment vous les avez choisis? Alors, c'est rigolo aussi, parce qu'en fait, j'ai découvert Saint-Chély-du-Tarn en 2023, donc c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Et cette année-là, j'étais dans un hôtel à Mer-Ouest, et la patronne s'appelait Stella. Et c'est une femme qui était vraiment, qui avait un certain âge, mais qui était très, très BCG, mais très, parfaite. On avait l'impression, voilà, quelqu'un de strict qui faisait vraiment les choses très bien. On la voyait de 6h du matin à minuit se balader dans son hôtel-restaurant, toujours très attentive. Donc, en fait, le personnage, c'est pas elle, parce que Stella, c'est une personne plus jeune. Mais c'est vrai que le prénom, ça m'est venu directement. Vigan, pourquoi? Parce que quand on va à Mer-Ouest, on passe par un village qui s'appelle le Vigan. Et je me suis dit, Stella Vigan, ça sonne bien. Ça sonne bien. Moi, en ce qui me concerne, c'est un choix très réaliste. C'est-à-dire que j'ai cherché des prénoms qui correspondaient aux époques. Vous savez bien évidemment qu'il y a une mode dans les prénoms, hein, même d'une année sur l'autre. Alors de 10 ans en 10 ans en 10 ans, c'est encore plus évident. Donc j'ai cherché des prénoms qui étaient effectivement répandus en 1939, etc., etc. Et les derniers personnages, donc les arrière-petites-filles, ont des prénoms beaucoup plus modernes, puisqu'on est dans les années 2000, 2010, etc. Donc elles ont des prénoms beaucoup plus modernes, c'est tout. Et simplement, quand j'ai une liste de prénoms qu'on trouve très facilement partout, correspondant à une décennie, disons, déterminée, je choisis celui qui me plaît, celui qui me parle. C'est tout simple.
Une autre question? Non. Si jamais vous auriez l'occasion de rencontrer votre personnage... Ah, question piège. Laurent n'est pas là aujourd'hui, c'est laquelle remplace. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à votre personnage? Donc à toi, Stellan, et Bernadette à Nicole. Alors, Stella, c'est une personne que je connais pas, mais je trouve qu'elle a un style... disons que moi, je connais la fin du bouquin, donc c'est vrai que je lui dirais qu'elle a eu raison. Elle a eu raison parce qu'elle a provoqué un questionnement et qu'elle a peut-être remis un peu les choses en place, quoi. Voilà. Je vais dire le contraire, Dominique. Moi, Nicole, je la connais très très bien. Comme je connais très bien tous mes personnages. Parce que... et alors, ce que je lui dirais, c'est bravo. Puisque c'était quand même la question. Je lui dirais bravo parce que elle a eu la volonté et le courage de se libérer. Dans mon histoire, il y a des personnages qui n'arrivent pas, la plupart des personnages n'arrivent pas à se libérer, n'arrivent pas à se poser les bonnes questions, n'arrivent pas à remettre en cause la famille où ils sont et qui est en train quand même de les laminer. De troubles psychologiques en maladie réelle, vraiment. La mère elle-même finira par mourir d'un cancer de l'estomac, qui est apparu, qui est le résultat évident de la souffrance qu'elle a véhiculée, qu'elle a portée en elle toute sa vie. Donc pour moi, Nicole, encore une fois, je la connais très bien, mais les autres personnages aussi, je les connais très bien. Nicole, c'est justement celle qui arrive à dépasser toutes les difficultés, et c'est très dur pour elle, parce qu'on dresse devant elle un mur, on la trompe. Quand elle interroge les gens dans sa famille pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on la met sur des fausses pistes, on lui raconte n'importe quoi, on essaie de tourner son attention, on essaie de lui dire qu'elle a trop d'imagination, c'est ce que lui disait son père, qu'elle a trop d'imagination, tu cherches des choses qui n'ont jamais existé. Ce n'est pas vrai tout ça, c'est toi qui es la cause de tout ça. Donc on la culpabilise, on la trompe, et elle arrive, il faut du temps et de l'énergie, mais elle arrive justement à battre en échec toutes ces tentatives qui sont faites contre sa volonté de trouver la vérité. Les autres personnages aussi, je les aime beaucoup parce que je ne peux pas écrire autrement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que j'entre dans la sensibilité de mes personnages le plus loin que je peux pour arriver à écrire. Donc, oui, ils font un peu partie de moi. Ils ne m'abandonnent jamais. Et je les connais bien. Et même les personnages les plus antipathiques, parce qu'il y en a, même les personnages les plus antipathiques, je les connais, je les aime. Parce qu'en fait, j'ai voulu écrire une histoire qui est une histoire de souffrance. Les gens ne choisissent pas la souffrance. Les gens subissent la souffrance. Personne ne choisit de souffrir. Donc, si j'ai créé des personnages de ce type, c'est aussi pour les excuser, ces personnages. S'ils font du mal, ils le font un peu parce qu'ils sont prisonniers de leur souffrance, prisonniers de leur histoire, et que justement, ils n'arrivent pas à en sortir. Alors que Nicole en sort. En fait, il y a eu un secret de famille. Oui, vous avez tout compris. Tu dis justement bien sûr que les personnages qui ont fait du mal, on peut les trouver pas sympathiques, c'est pas ce que tu as dit. Et comme j'ai lu ton livre, je dis, est-ce que vraiment ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait, quoi? Dans ton esprit, est-ce que tu penses que le fait de savoir, ça leur a fait eux aussi comprendre ce qu'ils ont fait, quoi? Pardon. Oui, alors c'est un secret de famille, oui, bien sûr, oui, c'est un secret de famille. Ça va m'en garder, et pendant des décennies. Ça dépend des personnages. La mère, oui, c'est évident. La mère finira sur son lit de mort quasiment par parler avec sa fille, ce qu'elle a toujours refusé de faire. Je pense que les frères et la sœur, pas du tout. Ils sont enfermés
dans leur certitude, dans leur douleur. Ils sont rigides. Ils ont une rigidité qui est, ben, je pense, assez impressionnante. On le voit très bien dans l'office notarial, dans les réactions qu'ils peuvent avoir. En revanche, l'oncle et la tante, dont je parlais tout à l'heure, les personnages solaires, eux, ils ont joué le jeu du mensonge, pas du mensonge, du silence. Ils n'ont pas alerté Nicole, ils ne l'ont pas parlé, parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas lui dire cette vérité, mais eux, évidemment, sont parfaitement conscients de ce qui s'est passé, ils maîtrisent parfaitement la situation. Donc c'est variable selon les personnages. Mais la plupart des personnages, quand même, restent enfermés. Ouais. Juste une question là, madame. Après, il y a là Emmaüs. Je ne connais pas le livre, le vôtre, mais j'ai lu celui de Dominique. C'est vrai que bon, elle a choisi de faire une fin tournée. Mais ce que je trouvais, c'est que dans les personnages, c'est bien bon, après la fin, souvent on veut que ça finisse bien, et même si ça finit mal, c'est pas grave. Mais moi je connais bien la région là-bas, même encore plus petit où tu situes le roman. Et c'est vrai que bon, on sent que tu es amoureuse de la région, vraiment. Ça donne envie, moi il y a longtemps que je ne suis plus allée, ça donne envie. Et l'intrigue est le prétexte pour parler de cette magnifique région. Moi j'ai bien aimé, on en parlera de vive voix. Mais dans le contexte, je crois que c'est très compliqué de se sortir. Bon là on voit bien, vous j'ai pas vu votre livre, on voit bien que dans les villages, eh ben, c'est exactement ce qu'elle a écrit, quoi. Même si c'est romancé ou si ça n'a pas existé ou que tu as pris des trucs un peu par-ci par-là, ces personnages féminins qui au départ sont antipathiques, on découvre pourquoi ils ont pu l'être. Merci beaucoup. Madame. Alors moi, je vais revenir sur le sujet de la conférence qui est l'héritage familial toxique. Est-ce que vous pensez qu'on peut se libérer d'un héritage familial comme celui-là, ou est-ce qu'on peut tous seulement humblement se reconstruire et accepter et faire avec? Alors, dans le mien particulièrement, c'est pas du tout, donc c'est pas centré sur une famille. La famille de Stella, on va justement découvrir des choses. Je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'autre, où on n'a pas d'a priori, où on ne tient pas compte des idées reçues, où on peut partager, voilà, avec les autres, oui, on peut. Enfin, dans le cas de cette histoire, oui, je pense que si les personnes de ce village n'étaient pas restées centrées sur leur nombril et qu'elles n'avaient pas avalé, pris comme argent comptant ce que leurs parents, par exemple, ou les histoires de village qui se transmettent comme ça, si les gens s'étaient dit, bon, on va nous partager des choses, essayer de savoir qui... Parce que justement, on est dans un petit village, donc autant voilà, que tout se passe bien. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment le partage qui fait dans mon histoire que ça peut éviter des conflits qui n'ont pas lieu d'être. C'est pas du tout le même contexte que Bernadette. Je réponds à... vous voulez que je vous réponde aussi par rapport, parce que madame... Oui, en fait, Maître est un roman psychologique. C'est-à-dire que c'est même, on va dire, l'élément fondateur du roman. Ce que j'ai voulu faire, c'est une analyse psychologique des personnages, comprendre leur motivation, leur souffrance, leurs difficultés, essayer de montrer comment la souffrance peut générer une autre souffrance, qui elle-même en engendre une autre, etc. etc. C'est ça l'héritage. Donc pour moi, si vous voulez, c'est l'analyse psychologique qui est essentielle.
Donc la réponse, parce que votre réponse est générale, elle ne s'applique pas simplement à l'histoire que j'ai écrite, si j'ai bien compris. Moi, ce que je vous répondrai volontiers, c'est que c'est par le biais sans doute de la psychologie que les individus peuvent arriver à sortir de leur détresse, si détresse il y a, à sortir de leurs difficultés. Pour cela, il faut évidemment une mise à distance. Il faut arriver à se détacher de la situation dans laquelle on est. C'est sûrement le plus difficile. Le problème d'un certain nombre de personnages non-êtres, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pris dans un univers culpabilisant, manipulateur. La mère est très manipulatrice. C'est elle qui souffre peut-être le plus, mais elle est très manipulatrice. Ils sont tellement pris dans un univers de chantage aussi, de chantage affectif, qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. C'est là qu'il faudrait un travail psychologique. Donc certains le font, certains arrivent à le faire, d'autres n'y arrivent pas. Moi je pense qu'on peut le faire, d'une manière générale. J'oublie mon roman. Moi je pense qu'on peut le faire et qu'on doit le faire si on estime qu'on est à un point tel que pour vivre et pour vivre bien, on doit faire cette démarche. C'est la psychologie. Je vous ai répondu? Si, il y avait une question? Oui, pardon. Alors. Allez-y, allez-y. Madame. À travers votre fiction, on est originaire arménienne, ma sœur et moi. Et Parlez un tout petit peu. d'origine arménienne, ma sœur et moi. Enfin, oui. Mais à travers votre fiction, est-ce que vous, peut-être, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, mais c'est peut-être indiscret et je vous laisse choix. Est-ce que c'est pas quelque chose de profond de chez vous qui a refait surface? Parce qu'il y a une souffrance. On a une souffrance. Oui, alors, madame me demande si l'histoire que j'ai racontée, en fait, n'est pas le résultat de ma propre histoire. C'est ça votre question. Et madame a dit, je suis arménienne. Alors, je suis désolée, je vais vous décevoir, je ne suis pas arménienne. C'est votre mari. C'est mon mari. Mais peut-être vous avez eu la souffrance du mari. Non, là je ne fais pas de lien avec l'Arménie, avec l'histoire des Arméniens. Non, le lien il n'est pas là. En revanche, je vais être sincère, j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle. Ce n'est pas une autobiographie, loin de là. Et ce que j'ai puisé dans ma propre expérience est très romancé, et très loin de la réalité que j'ai connue. Mais en ce sens, oui, je peux dire que j'ai puisé en moi-même un certain nombre d'éléments. Ça, c'est tout à fait exact. Parce qu'à travers ce que vous dites de votre roman, moi je vois beaucoup de choses à travers nos familles qui ont été déplacées, etc. Je comprends. Mais dans un roman, il y a toujours un peu de soi, en fait. Bien sûr, je ne vois pas comment on peut écrire. Enfin, moi, personnellement, je ne vois pas comment on peut écrire autrement. Bien sûr. Il y a ce que l'on met consciemment, et puis il y a tout ce que l'on met inconsciemment d'ailleurs. Oui, inconsciemment. Et que les lecteurs potentiels peuvent trouver pour eux-mêmes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Oui. Juste effectivement que Dominique réponde à cette question aussi. Après, je pose la question à Christophe. Et Maëlys, bien évidemment, on lui parle de la rapport. Mais est-ce que pour toi aussi, est-ce qu'il y a du Dominique Guérin chez Stella Vidon? Certainement. Je dirais comme Bernadette, on met toujours un peu de soi en tant qu'auteur, que ce soit dans les personnages, dans la façon qu'ils ont de voir autour d'eux. Donc c'est peut-être nous qui voyons ce qu'ils voient. Mais voilà, rien de plus. Oui, ben moi justement c'était pour Dominique. J'ai lu Maître, évidemment. Je n'ai pas lu Stella Vidon encore. J'ai le sentiment, d'après ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du sujet de la rumeur. Donc deux questions. Est-ce que c'est un sujet dont tu as eu à souffrir ou qui résonne particulièrement chez toi? Deuxième chose,
ce que j'ai trouvé assez admirable dans le roman de Bernadette, c'est cette absence de jugement justement sur la souffrance et sur l'origine de la souffrance des gens. Je voulais savoir quel était ton point de vue. Est-ce que tu arrives justement à ne pas juger les gens qui font naître des rumeurs, à comprendre quelle est leur démarche justement, pourquoi ils en arrivent à diffuser des choses qui sont fausses la plupart du temps. Enfin voilà, moi j'avais envie que tu nous parles un peu de la rumeur, parce que j'ai l'impression que ça doit avoir une place dans ton roman. Alors, c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais pu vivre, mais c'est vrai qu'on est toujours, on n'est jamais à l'abri de ce que les gens pensent de soi-même. Donc c'est vrai qu'il y a certains regards, puis certains, comment dire, non, mais quand on se sent, comment dire, je perds le mot. Je ne trouve pas le mot, hein. Là c'est là, je commence un petit peu à perdre les mots. Mais c'est vrai que j'ai certaines choses qui m'ont peut-être gênée dans la façon de me voir. J'ai toujours été, alors j'ai été élevée dans une famille où ma maman, c'était quelqu'un qui était très effacé et qui disait, on était 4 filles, et qui disait à ses filles, ne vous mettez jamais en avant, soyez toujours discrètes, ne levez jamais le ton plus haut qu'un autre, etc. Donc on a toujours toutes été élevées en se disant, on passe après les autres. Voilà. Et donc, oui, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui est... Merci la psy. Merci. Donc oui, il y a peut-être un petit peu de ça qui fait... Mais bon, c'est pas partie de cette idée-là de faire ce livre, non. Surtout que, bon, comme tu le sais, quand j'écris, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment elle va se dérouler au fur et à mesure. Je ne fais jamais de plan, donc c'est au fur et à mesure de ce que j'écris que mes personnages me font poser des questions sur ce qu'ils vont faire ensuite. Donc c'est vrai que le coup de l'a priori, c'est une chose que je ne savais pas si ça existait réellement. Enfin, je veux dire, oui, on se dit toujours dans les petits villages, il se passe des trucs ici, des trucs derrière, etc. Donc pour moi, oui, ça se faisait. Mais à ce point-là, non, c'est vrai que je l'ai quand même grossi et que j'ai quand même donné une part belle à cette Stella Vigan que l'on ne voit jamais dans tout le bouquin. En fait, elle reste une silhouette invisible, en fait, mais tout se passe autour d'elle. Après l'autre question, je ne sais plus ce que tu as dit. Est-ce que tu arrives à ne pas porter de jugement sur ces gens qui colportent ou qui ont des a priori, ou est-ce que tu arrives à comprendre ce cheminement Alors oui, je peux comprendre, justement, par rapport à ce qu'on nous dit. On va se faire sa propre idée. Après, je pense que si on a divers visions des choses, etc., on peut... Quand on lit, quand on s'intéresse à beaucoup de choses, on peut justement faire sa propre conclusion sur certaines choses. Mais en vouloir aux gens qui ont des a priori, ça dépend de l'a priori. Si c'est vraiment quelque chose qui est flagrant, que c'est... voilà, c'est embêtant, mais non, c'est pas quelque chose qui va me poser personnellement un problème. Mais s'il y a à remettre en place certaines fausses idées reçues, je suis preneuse, effectivement. Christophe. Oui, alors moi je suis fasciné, c'est vrai que je trouve vraiment intéressant le travail d'écrivain, dans la mesure où c'est vrai qu'on a notre vécu, et donc on a peut-être un fragment de soi dans les livres, mais en même temps on s'occupe d'autres personnages, donc d'autres profils psychologiques, peut-être qui sont peut-être plus ou moins éloignés de nous, et de savoir comment on les approche ça, est-ce qu'on apprend beaucoup, comment on apprend sur la psychologie. Alors c'est vrai que c'est pour nos deux écrivains la question, c'est juste que, par exemple, voilà, c'est vrai qu'il y a des personnages que vous connaissez très bien, parce que peut-être que, je ne sais pas comment vous les avez fait, est-ce que le profil psychologique était très détaillé d'entrée, vous saviez très bien, par exemple, tout son parcours, donc la façon dont il allait réagir, les événements qui l'empêchent d'évoluer. Et dans un autre cas où le personnage, justement, on connaît juste son essence, mais est-ce que, justement, la cohérence va être tenue au fur et à mesure des événements qui arrivent, extérieurs, pour qu'il puisse lui-même évoluer ou pas? Est-ce que, justement, quel est le travail au niveau de psychologie, justement, des personnages et arriver à mettre à distance avec soi-même? En ce qui me concerne, l'écriture se nourrit en écrivant.
C'est-à-dire qu'au départ, oui, j'ai mes personnages, pas forcément tous d'ailleurs. Je parle de celui-ci, de roman, ailleurs j'ai pu faire autrement. Hein. Mais dans ce cas-là, oui, il y a des personnages qui ont surgi parce qu'ils devenaient nécessaires à un moment donné à l'histoire. Mais je vous ai dit au départ, l'écriture se nourrit en écrivant. En ce qui me concerne, je porte une très très grande attention aux mots. C'est-à-dire que je peux passer énormément de temps à trouver le mot, l'expression qui me convient, qui correspond le mieux à ce que je veux exprimer. Je peux laisser ma phrase comme ça inachevée, y revenir 3 jours après parce qu'il me faut ce temps pour trouver le mot. Et alors, je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit au début, je suis j'ai été professeur de lettres classiques et donc j'ai passé évidemment une bonne partie de ma vie dans le latin et le grec à décortiquer les mots, à travailler les phrases, à travailler les expressions. Et en ce qui me concerne, hein, c'est vraiment très personnel, je puise dans le travail sur les mots la pensée. C'est-à-dire que c'est un va-et-vient. J'ai besoin d'une expression précise, minutieuse, et je m'aperçois que lorsque je travaille sur cette expression, ma pensée s'enrichit. Il y a un mouvement d'aller-retour constamment, lorsque j'écris. C'est pour ça que je vous dis, l'écriture se nourrit en écrivant. Donc oui, bien sûr, j'ai un schéma, j'ai des personnages, bon, la plupart des personnages, mais le fait d'écrire fait beaucoup évoluer les choses. Est-ce que, si le personnage justement impose justement son propre langage à un moment donné par rapport à ce qu'il est lui, et pas par rapport à ce que, je sais pas, par rapport à justement le fait que vous travaillez les mots, est-ce que certains personnages auraient été capables de sortir cette phrase-là, c'est ça? La recherche sur le psychologie. C'est-à-dire ce que vous voulez dire, c'est que un personnage, à partir du moment où il a une véritable épaisseur, il peut imposer en fait à l'auteur. Voilà, c'est ça. Oui, je suis d'accord, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il arrive que l'existence soit tellement forte que en fait l'auteur s'efface derrière le personnage et qu'il parle à sa manière à lui. Oui, bien sûr, vous avez raison. Merci. Alors, pour répondre à ta question, moi c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle de Stella Ligan, qui est le personnage principal, mais qu'on ne voit pas dans le bouquin. Et en fait, le personnage qui va chercher à savoir qui est Stella Ligan, et qui s'appelle Christopher Bast, l'instituteur, c'est quelqu'un qui évolue justement au cours qui a été élevé dans une famille où les Ligan, c'était des sorcières, quoi. C'était des sorcières maléfiques, etc. Et que quand Christopher était petit, sa mère lui disait, si tu fais pas bien tes devoirs, je t'amène chez la sorcière. Voilà. Et donc, à partir du moment où il va chercher à savoir qui est vraiment cette personne, qu'est-ce qu'elle a écrit dans son journal. Enfin, d'abord, il ne sait pas que c'est de son journal intime, en fait. Son journal intime des derniers jours, en fait. Et donc, il va évoluer, justement, ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où les gens s'intéressent un peu plus à la personne qui est mal vue, il va commencer à apprendre certaines choses qui vont le faire évoluer vers une autre façon de voir la personne. Donc peut-être qu'à la fin, bon je ne veux pas dévoiler, mais peut-être qu'à la fin, il risque d'être pas mis au banc, mais de passer de l'autre côté, quoi. Celui qui a compris et qui va être mal vu par les autres. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour répondre à ta question, oui, dans mon bouquin, il évolue. Mais si tu veux, au début, quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, je ne savais pas comment il allait terminer. Je ne sais jamais comment finir. Enfin, je sais où je veux aller, mais finalement, au cours du bouquin, je me suis à chaque fois posé la question, au bout d'un certain temps, tiens, est-ce qu'elle a été enlevée, hein? Après, est-ce qu'elle a été assassinée? Est-ce que, voilà, toutes ces choses-là viennent au fur et à mesure que j'ai écrit l'histoire pour en arriver à une fin. Donc, le personnage de Christopher a évolué. Mais il va aussi faire évoluer des personnes qui sont autour, parce qu'il va découvrir des secrets de famille, des choses qu'on a laissées de côté, voilà, même qui ont servi ou desservi Stella Ligan d'ailleurs, parce que
voilà, il y a des choses qui vont peut-être amener le lecteur à se dire, tiens, j'aurais pu penser que, mais finalement, voilà. Je sais pas si j'ai Ah oui, oui, ouais, parce que c'est bon. le questionnement qui fait au final évoluer les choses. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. On est dans le cadre, on rappelle, de la journée de la femme. Est-ce qu'il y a une femme en particulier qui vous inspire, qu'elle soit auteur ou autre? Alors, récemment, il n'y a pas très longtemps, j'aime beaucoup regarder certains reportages à la télé, et j'ai vu un film sur donc, Olympe de Gouges, que j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que là, de voir ce... Tu l'as vu? Il est passé récemment à la télé, et j'ai vraiment été happée par la volonté de cette femme de faire bouger les choses, et au péril de sa vie, parce qu'elle a été évidemment décapitée, mais elle a tellement cherché à faire bouger les choses et à faire passer le message aux générations futures que voilà. Sinon, d'un autre côté, j'aime beaucoup George Sand aussi. Voilà. Non, moi je ne citerai pas des personnages célèbres, même si, bien évidemment, il y a des femmes bien connues, écrivaines, militantes, qui forcément nous inspirent au sens où elles nous ont montré le chemin. Elles ont déblayé le terrain. Hein. Non, moi, les femmes qui m'inspirent sont plutôt les femmes que j'ai connues. Les femmes qui m'ont entourée, dans ma famille ou ailleurs. C'est plutôt leur vie, leur combat, il y a eu le combat, il n'y en a pas toujours eu, leur cheminement, leur histoire. C'est plutôt dans la réalité que les femmes m'inspirent, plus que dans la littérature ou dans la grande actualité. Non. Donc on rappelle que Bernadette Desbourgnon était avec nous pour son roman Maître aux éditions Rédactives. On peut l'applaudir. Et on avait donc Dominique Guénin pour son livre Ou qui est Stella Vigan. Merci beaucoup. Donc il n'y a plus de questions? Non, bah à ce moment-là je vais... Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'en fait ce livre, c'est pas le genre de livre que j'écris d'habitude. Je vais expliquer pourquoi. Parce que j'ai écrit plusieurs bouquins avant et j'aime beaucoup faire des recherches historiques, scientifiques, etc. Je pars toujours d'une idée soit d'un reportage, comme dans un Sourire pour Chouloun, c'est un reportage sur les terres rares. J'ai aussi un autre roman que j'ai mis là, Les Gardiens du Sceau et Le Sceau d'Atlasia, où j'ai fait des recherches aussi sur le celtisme, sur l'archéologie il y a très très longtemps. Mon prochain bouquin qui est écrit aussi, voilà, je fais beaucoup de recherches. Et celui-ci, c'était une parenthèse où j'avais envie d'écrire quelque chose qui coule comme ça. Alors, les seules recherches que j'ai faites, c'est d'aller sur place, parce que j'ai passé du temps là-bas. Mais c'est vrai que ce n'est pas exactement la même... Là, je me suis fait plaisir, en fait, en écrivant comme ça, sans faire chercher plein de bouquins. Voilà, je voulais tout seul. Voilà, j'ai tout. Ça n'apporte rien de plus, mais je voulais le dire. C'est important de le savoir, effectivement, que les auteurs prennent du plaisir à écrire leurs livres, comme on prend autant de plaisir à les lire. Merci beaucoup. Vous pouvez encore les applaudir toutes les deux. Juste avant de vous parler de la prochaine conférence, et je donnerai la parole à Dominique, non? Ah. Oui, on donnera le thème. Non, les auteurs, les gens s'imaginent bien qu'on organise ça, mais moi je voudrais juste faire quelques remerciements, effectivement. Bon, encore une fois, on est dans la journée de la femme, même si j'attends pas ce jour-là pour faire des remerciements. Je souhaiterais remercier, vous pouvez la remercier, Maëlys Père, directrice de publication, parce qu'elle c'est un soutien au quotidien, elle le sait, et vraiment je tenais à la remercier aujourd'hui. Je souhaiterais aussi remercier 3 personnes avec qui je travaille au quotidien, qui sont aussi des femmes, alors que je travaille qu'avec des femmes. Il y a Sonia Robinard, qui est ma chroniqueuse dans l'émission Entre l'encre et les mots, Marie Méran et Séraphine Lapin, qui a rejoint l'émission il n'y a pas longtemps. Je souhaiterais qu'on remercie pour vous applaudissez. Et puis bien entendu, Dominique Guénin, voilà, parce que tu sais les épreuves qu'on a traversées, et malgré tout, on continue à faire ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, et voilà, tu es
aujourd'hui lancé et ensemble on va aller très très loin dans ces projets. Donc vraiment merci à vous et vous pouvez applaudir Dominique Guénin. Bon, merci. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi vous remercier vous aussi, donc, parce que voilà, la réussite de ces conférences, c'est aussi parce qu'il y a du monde pour venir nous écouter, pour venir écouter les auteurs. Donc merci à vous pouvez vous applaudir. Alors, la prochaine conférence, donc ce sera, Dominique, la date ? Le 12 avril. La prochaine conférence, ce sera que... Oh. C'est le 12 avril. Bon, en tout cas, la prochaine conférence, c'est le 12 avril. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Dominique Guénin ou Florian Alain, pour avoir les prochaines conférences. En tout cas, c'est sur le 12 avril. Et vous pouvez aussi suivre la Madeleine de Marseille, qu'on peut encore applaudir avec Roman et Aurore, qui font aussi un travail remarquable. Et puis moi, je vais préparer quelque chose de bon parce que ça commence à sentir bon. Allez, en tout cas, merci à vous, merci pour tout. Merci Dominique Guénin, merci Bernadette. Merci à vous et à très bientôt.